Je Bah oui. reviens en arrière. Oui, Le oui. jus de raisin, c'est quoi? C'est eau plus sucre. On Ouais, est d'accord? exactement. Le jus de raisin, c'est eau plus sucre. La fermentation, elle fait quoi? Elle transforme le sucre Le sucre en alcool. en alcool. Donc, dans le vin, qu'est-ce que j'ai? De l'eau et de l'alcool. De l'eau et de l'alcool. Et le rapport entre eau et alcool, on l'exprime plus ou moins scientifiquement en pourcentage de volume, mais dans la tradition courante, on parle de degrés d'alcool. J'ai un vin à 12 degrés, j'ai un vin à 13 degrés, j'ai un vin à 14 degrés, j'ai un vin à 15 degrés. Mais cela veut dire que mon vin à 12 degrés d'alcool, ça veut dire que sur 100 centilitres, sur 1 litre de vin, eh bien, j'ai 88% de volume d'eau et je n'ai que 12% de volume d'alcool éthylique. Est-ce que vous comprenez? D'accord? OK? On parle dans le langage courant, on parle de degrés d'alcool, mais en fait, ce sont des pourcentages de volume. C'est le rapport entre l'alcool éthylique, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool, hein, et l'eau qui était à l'origine dans le grain de raisin et qui est restée ensuite dans le vin. Est-ce que c'est compris maintenant, Franck Carmel? Oui, Madame Creva, merci. C'est bon, c'est clair pour tout le monde, hein? OK? Alors, cela veut dire, Oui, vous madame. apprenez également cela veut dire également qu'un vin ne peut pas avoir plus que 15% de volume ou, globalement, 15 degrés. Familièrement, on parle de 15 degrés. Alors, 15 degrés d'alcool, c'est maximum. Ça veut dire que c'est un vin qui va être produit dans une région géographique qu'on va appeler un terroir, qui va être donc une région géographique dans laquelle il va y avoir beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil égale beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre égale beaucoup d'alcool. OK? Donc, ça veut dire que les vins, notamment du Maghreb, étaient des vins dans lesquels le volume d'alcool était plus élevé que les vins qui étaient produits en Europe. Plus on va vers le nord, moins on a de soleil, moins on a de pourcentage de volume d'alcool. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'un vin qui a 15% de volume d'alcool est un bon vin. D'accord? OK? Parce que le fait que ce soit très alcoolisé, vous avez le fait que la sensation de l'alcool dans la bouche et dans la gorge et ensuite dans l'estomac prime sur toutes les autres sensations. Donc, le fait que vous sentiez l'alcool, vous empêche de sentir les arômes, les différents goûts que normalement vous allez retrouver dans un vin qui a moins de volume d'alcool. Donc les vins, les grands vins, les vins européens sont entre 12-13 degrés d'alcool, 12-13 degrés de volume d'alcool. OK? Ça, il faut bien que vous vous rappeliez que c'est pas parce qu'un vin a 15 degrés d'alcool, 15% de volume d'alcool que c'est un bon vin. C'est un vin qui est très alcoolisé, mais c'est pas forcément un grand vin. Il n'a pas forcément toutes les arômes. Il n'a pas forcément la longueur en bouche. Il n'a pas forcément la longueur au niveau de des arômes très prononcés. Donc, sachez donc comment est-ce qu'on calcule. Donc, un vin ne peut pas avoir plus que 15 volumes d'alcool, mais attention, vous savez maintenant ce que ça veut dire que 15% de volume d'alcool, 15 degrés d'alcool, mais attention, c'est pas parce que c'est un vin très alcoolisé que ça va être un bon vin. OK? Alors pour ceux qui veulent compléter, qui sont intéressés, qui veulent approfondir, eh bien, allez voir la lexique, la définition du vin tranquille sur le site directement, ceux qui veulent avoir une connaissance plus approfondie de l'œnologie. Bien, on a vu ce que c'est qu'un vin tranquille. Maintenant, on va voir quel est l'opposé, ce qu'on appelle un vin effervescent. D'accord? Et donc, quand Monsieur Rafik m'a parlé, est venu me dire que je devais recommencer, j'en étais là. Vin effervescent, c'est le terme d'effervescent. Moi, je l'utilise de façon courante lorsque je vais chez le pharmacien.
Lorsque je vais chez le pharmacien et que je veux acheter de la vitamine C ou que je veux acheter de l'aspirine, la pharmacienne ou le pharmacien me dit, est-ce que vous voulez les cachets normaux ou est-ce que vous voulez les cachets effervescents? Un cachet, un Doliprane ou une aspirine ou une vitamine C effervescente, ce sont des cachets que je vais mettre au fond de mon verre, et quand je vais rajouter de l'eau dans le verre, je vais avoir une production de mousse, une production de plein de bulles. Je pense que tout le monde a fait l'expérience de ce que c'est que l'effervescence. D'accord? Alors, l'effervescence, c'est un terme qui est relativement scientifique et qui est plutôt du domaine du médical. Alors, le médical et la gastronomie, le médical et la restauration, ça va pas forcément ensemble. Et donc, c'est pour ça que quand on est au restaurant, quand on est devant un client, on va pas lui dire, écoutez, monsieur, est-ce que vous souhaitez prendre un vin tranquille ou un vin effervescent? C'est pas dans la culture, si vous voulez, commerciale du restaurant. Donc, on va utiliser d'autres termes que le terme effervescent. Le terme effervescent, c'est le terme générique pour les cours d'œnologie, mais on va utiliser d'autres termes. Alors, il y a des termes qu'on utilisait fréquemment, qu'on utilise pour ceux qui boivent du vin, bien évidemment, à la maison. On dit, écoutez, voilà, on va boire un vin mousseux. Bon, mousseux, immédiatement, c'est extrêmement imagé. Ça veut dire que quand on verse le vin dans un verre, ça crée de la mousse, ça fait des bulles. Ok? Mais le terme de mousseux, ça fait pas très chic. Ça fait popu, ça fait populaire. Un mousseux, c'est un vin effervescent de bas de gamme. Ça fait pas restaurant gastronomique, ça fait pas grand maître d'hôtel. Donc, en restauration, on laisse tomber le terme de mousseux parce que ça fait trop populaire. Et on laisse tomber le terme de effervescent parce que ça fait trop technique, trop médicamenteux. Donc, au restaurant, on parle de vin pétillant ou bien de vin perlant. Les vins pétillants, ce sont les vins avec, entre guillemets, beaucoup de mousse. Et puis les vins perlants, ce sont les vins où il y a pas beaucoup de mousse, pas beaucoup de gaz carbonique. Et on va voir la différence au niveau des verres. Ok? Donc maintenant, nous, on sait ce que c'est que l'effervescence, mais au restaurant, eh bien, on va dire, écoutez, monsieur, souhaitez-vous prendre un vin pétillant? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous expliquais que au restaurant, lors d'un repas normal, à 95%, à 98%, les clients prennent un vin tranquille. Ok? Le vin pétillant étant réservé soit à l'apéritif, et vous aurez par exemple, ça fait très chic de prendre une coupe de champagne ou une flûte de champagne à l'apéritif. Ou bien, traditionnellement, plus souvent à la maison qu'au restaurant, le vin effervescent, le vin pétillant et le vin des fêtes. C'est le vin des fêtes familiales, quand on veut fêter quelque chose. Donc, en tradition, en culture européenne, chrétienne, par exemple, eh bien, la bouteille de champagne, eh bien, elle va être la bouteille de vin effervescent. C'est un vin de fête. On va le garder pourquoi? Pour les baptêmes, pour les fiançailles, pour les mariages, pour les anniversaires, etc. Donc, dans le cadre familial, le vin pétillant, c'est pour les fêtes familiales. Au restaurant, c'est en général un vin d'apéritif ou parfois un vin de dessert. Mais il y a aussi des repas que l'on peut faire avec uniquement du vin effervescent. Le vin effervescent à l'apéritif, le vin effervescent pendant le repas et le vin effervescent avec le fromage et avec les desserts. Alors, il est bien évident, alors ça fait chic. Parce que si vous êtes invité, mesdames, par un monsieur qui vous dit « Ce soir, je vous invite à un repas au champagne », d'accord? Ça veut dire que le mec, il est prêt à claquer un max pour vous. Ok? Donc, ça veut dire qu'il tient à vous. Donc, si, messieurs, vous invitez votre dulciné au restaurant et que vous lui dites je vous offre une soirée intime, une soirée un repas en tête à tête au champagne, ça veut dire que vous allez acheter une bouteille de champagne pour l'apéritif
le repas et le dessert. Hein, d'accord? Ok? Donc le vin effervescent, nous on parle de pétillant. Hein, pétillant ou perlant. Je vous expliquerai un peu plus tard la différence. Mousseux, ça fait pas chic, ça fait popu, on n'en parle pas. Hein, ok? Alors les vins, alors il faut savoir que les vins pétillants, je vous ai parlé du champagne. Le champagne, on a dit que c'est français, que c'est lié au terroir de la Champagne, donc à la région géographique de la Champagne, la Champagne étant une région du nord-est de la France. D'accord? Ok? Donc, il n'y a pas que en France qu'on fait des vins effervescents. Il y a beaucoup d'autres pays. Alors, on fait des vins effervescents en France, en français, on parle de vin pétillant. Ou bien, si on veut encore être encore plus commercial, hein, on va parler de vin fine bulle. Hein, fine bulle. De vin fine bulle. Hein. Alors, les fines bulles, vous allez le comprendre immédiatement un peu plus tard quand je vais vous mettre la photographie d'un verre, d'une flûte à champagne avec les bulles à l'intérieur. Hein. Mais donc, en France, on parle de vin pétillant ou de fine bulle. En Italie, on parlera de vino spumante. Hein. En Espagne, de vino espumoso. Au Portugal, de vinho espumante ou espumoso. En Allemagne, de Schaumwein au sect. Et en Angleterre, de sparkling wine. D'accord? Donc, dans toutes les régions viticoles, on peut produire du vin pétillant. Et on verra que c'est une vinification particulière. OK? Alors, par rapport à ça, par rapport au vin pétillant, le roi, l'empereur de tous les vins pétillants, c'est le champagne. C'est-à-dire un vin français qui est du nord-est de la France. Et l'appellation vin de Champagne ne peut pas être donnée à d'autres vins que des vins qui viennent de la région de Champagne. C'est-à-dire que le champagne doit être produit à partir des champs de vignes de la région qui se trouvent dans le terroir de Champagne, du nord-est de la France. Vous pouvez pas avoir un champagne californien. Vous pouvez pas avoir un champagne américain, de Floride ou de Californie. Vous pouvez pas avoir un champagne allemand. Hein. Donc, mais il y a plein d'autres vins. Et tout à l'heure, on parlait donc, je vous ai pas parlé, bon, c'est pas grave, hein, de réchauffement climatique, hein, mais par exemple, l'Angleterre, qui va avoir probablement dans 10-15 ans les mêmes températures qu'à le nord de la France, hein, d'accord? Donc ça veut dire que l'Angleterre, qui autrefois était trop froide, va maintenant pouvoir produire, dans 15 ans, va pouvoir produire les vins du nord de la France. Or, il se trouve que le vin de Champagne, c'est le nord de la France et que l'Angleterre est en train d'investir énormément dans le fait de planter des vignes pour produire peut-être dans 10, 15, 20 ans, un vin pétillant qu'on appellera un sparkling wine qui aura pratiquement les mêmes qualités que le champagne. Mais, à contrario, le réchauffement climatique remontant de plus en plus dans l'hémisphère nord, peut-être que dans 10, 15 ans, il fera trop chaud en Champagne pour produire du vin de Champagne. Et donc, c'est là qu'on aura vraiment besoin des œnologues, de leur connaissance scientifique et de leur maîtrise parfaite des méthodes de vinification pour pouvoir conserver au vin de Champagne, malgré un changement climatique, toutes les qualités qu'il avait autrefois. OK? C'est bon? Donc, voilà plus ou moins pour les vins effervescents. J'espère que vous avez compris. Hein. Donc, vin tranquille, vin effervescent. OK? Bon, dernière chose, pour les vins effervescents, il y a des appellations qui sont très connues. Hein. Prosecco. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Prosecco. La Cava, le Crément, le Champagne. Ce sont des appellations qui sont plus connues que vin pétillant, vin perlant, fine bulle, etc. Hein, mais ce sont ces appellations qu'on retrouve en général dans les restaurants. Ok? Donc voilà pour le vin effervescent. Le vin effervescent,
hein, donc on va bien remettre les choses en place. Un vin effervescent ou un vin mousseux, parce que mousseux, c'est immédiatement beaucoup plus imagé. Hein, c'est un vin qui est doté d'une surpression de gaz carbonique générée par la fermentation. Ce gaz carbonique, hein, c'est du dioxyde de carbone ou anhydride carbonique ou simplement CO2. Hein. Alors, dans un vin effervescent, il est dissous dans le liquide. Il est dissous dans le liquide et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas sortir? Parce qu'il y a un bouchon qui ferme très hermétiquement la bouteille de vin. Hein. Et donc, le gaz ne peut pas sortir du liquide et donc il ne pourra sortir du liquide dans lequel il est dissous que lorsque on aura enlevé le bouchon de la bouteille de vin pétillant. D'accord? Cette bouteille doit être en verre et fermée par un bouchon en forme de champignon qui est maintenu par une attache. Et je vais vous montrer quelle est la différence entre le bouchonnage d'une bouteille de vin effervescent et le bouchonnage d'une bouteille de vin tranquille. Et vous allez voir que c'est pas les mêmes méthodes, que c'est pas les mêmes bouchons, parce que le vin effervescent, on doit s'assurer que le gaz doit rester à l'intérieur, hein, et donc il faut s'assurer que le bouchon est parfaitement hermétique et ne va jamais pouvoir sauter sous l'effet de la pression du gaz à l'intérieur. Ok? Alors je vous ai mis donc une ou deux photos. Hein. Donc vous voyez sur la photo de gauche, vous voyez lorsque l'on va ouvrir la bouteille de vin effervescent et qu'on va verser le vin dans le verre, dans la flûte. Ça, c'est pas une flûte, hein, c'est un verre à dégustation, mais c'est un verre qui a quand même un espace relativement important, hein, qui retarde la montée des bulles. Vous voyez dans le verre qu'il y a toutes ces petites bulles qui étaient le gaz carbonique qui donc va sortir et qui va remonter à la surface et qui va exploser à la surface. Hein. Et quand vous buvez ce vin, eh bien, vous avez dans la bouche, vous avez le vin qui est un vin tranquille, si vous voulez, avec tous les arômes du vin tranquille, mais en plus, vous avez ces milliers de petites bulles qui explosent au contact de la langue et qui vous donnent ce caractère qui fait effervescent, qui fait pétiller. D'accord? Je vous ai mis également la photographie d'une bouteille. Hein. Toutes les bouteilles de vin effervescent ont la même configuration. Ce sont des bouteilles qui sont en général avec un verre plus lourd qu'un verre normal. Hein, c'est plus épais. Et il y a toujours cette espèce de capuchon, hein, avec un renflement en haut, hein, spécifique. Hein. La bouteille est plus épaisse, plus lourde, avec ce renflement. Et donc là, vous avez une capsule métallique qui va très bas, qui enserre complètement le bouchon et qui va très bas sur le col de la bouteille. Alors, on va plus loin, hein, d'accord? Je vous montre un peu quelles sont les précautions qui ont été prises pour éviter que le gaz qui est dissous à l'intérieur de la bouteille de champagne s'échappe. Vous voyez que il y a le bouchon, hein, c'est ce qu'on appelle l'habillage du champagne, hein, mais ça peut être l'habillage de n'importe quel, c'est-à-dire n'importe quel vin effervescent. Vous voyez le bouchon. Le bouchon, il est en forme de champignon. Alors, il est en forme de champignon. Pourquoi? Parce que il va au contact du liquide à l'intérieur. La base, elle n'est pas droite, elle est évasée. Ça veut dire que avec le liquide, le liège, qui est un matériau qui a tendance à enfler quand il est mouillé, au contact du vin qui est à l'intérieur de la bouteille, la base, le bas du bouchon, hein, qui est évasé, va parfaitement rendre impossible le contact entre le liquide et l'air. Hein, d'accord? Donc, la base évasée va parfaitement épouser, hein, la forme du goulot de la bouteille de champagne. Vous voyez que le bouchon aussi, il est en forme comme un champignon. Et vous avez la tête du champignon qui va véritablement épouser le haut du goulot de la bouteille de champagne. Mais le simple
le simple bouchon n'est pas suffisant. Pour un vin effervescent, pour s'assurer que que le liquide va pas éclater, que le bouchon va pas exploser, on est obligé de lui mettre également ce qu'on appelle un muselet. Alors le muselet, c'est quoi? C'est d'abord une capsule métallique qui va s'appliquer par-dessus la tête du bouchon, et ensuite des fils métalliques qui vont être rejoints en dessous et qu'on va serrer en dessous du goulot. Et on va s'assurer, si vous voulez, que le bouchon est parfaitement maintenu sur le goulot. Et pour assurer une protection encore plus par-dessus, on va mettre un papier métallique qui va complètement recouvrir le goulot de la bouteille du vin effervescent. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut maintenir, tant que la bouteille n'est pas ouverte, le gaz carbonique à l'intérieur de la bouteille, dissous à l'intérieur de la bouteille du liquide du vin effervescent. Un vin effervescent qui n'a plus de bulles, c'est pas agréable. Une bouteille, une eau de Houlmès qui n'a plus de bulles, c'est pas agréable. Une bière qui n'a plus de bulles, ce n'est pas agréable. Donc c'est pour ça que toutes les bouteilles de vin effervescent ont un habillage, ont non seulement un bouchon, mais en plus un système de ce qu'on appelle un muselet. Un muselet, c'est comme pour les chiens, comme pour les animaux, ce que l'on met sur leur nez pour empêcher d'ouvrir la gueule. Et ben c'est la même chose. Donc on met un muselet, on muselle la bouteille, mais avec un muselet métallique, et que par-dessus, on va en mettre en plus un papier métallique doré qui va parfaitement épouser et empêcher le muselet et le bouchon d'être endommagés. Ok? Je vous ai mis, vous voyez en parallèle, vous pouvez voir la différence qu'il y a. Le bouchon du vin tranquille, il est beaucoup plus simple. C'est un simple cylindre. Plus ou moins grand. Normalement, on verra que un petit bouchon est égal à un petit vin et un grand bouchon est égal à un grand vin. C'est-à-dire la longueur du bouchon a une importance. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre un bouchon d'un vin tranquille et un bouchon d'un vin effervescent. Bouchon tranquille, c'est un simple cylindre de liège. En vin effervescent, on a un bouchon qui a une forme de champignon. Et comme on a vu tout à l'heure dans la photo précédente que vous devez encore avoir sur l'écran, vous avez donc le système de bouchonnage d'une bouteille de vin effervescent avec le bouchon en champignon, le muselet et ensuite le papier métallique. Eh bien, vous voyez que au niveau d'un vin tranquille, on aura simplement le bouchon qui va être enfoncé à l'intérieur du goulot, et on aura aussi, bien évidemment, un papier métallique, mais qui sera beaucoup moins important que pour une bouteille de vin effervescent. Ok? Donc c'est clair, c'est net. Vin tranquille, vin effervescent. Un vin entre guillemets plat, un vin dans lequel il y a du gaz carbonique. Ok? Je pense que c'est ok pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Madame, ça va. C'est bon? Ok. Alors, on a vu donc maintenant ce que c'est qu'un vin tranquille, un vin effervescent. On a vu la dernière fois, on a commencé le cours sur les différentes méthodes de vinification. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre les méthodes pour faire du vin tranquille, les méthodes pour faire du vin effervescent. Les méthodes pour faire du vin tranquille, c'est le vin tranquille rouge, le vin tranquille blanc et le vin tranquille rosé. Le vin effervescent, on apprendra à faire du champagne, on apprendra à faire des vins qui sont moins bons que le champagne. Ok? Donc, simplement, je vous ai expliqué, on avait commencé à expliquer il y a deux jours que dans les vinifications, il y a des opérations qui sont communes à toutes aux productions de tous les types de vins. C'est-à-dire que ce sont des étapes qui existent dans toutes les différentes vinifications, et que ensuite on verra qu'il y a des étapes qui sont différentes selon que je veux avoir du vin rouge,
selon que je vais avoir du vin blanc, selon que je vais avoir du vin rosé, selon que je vais avoir tel ou tel type de vin effervescent. Et nous avions vu ensemble les vendanges. Donc les vendanges, c'est tous les types de vins, parce qu'on peut pas faire du vin si on n'a pas de grains de raisin, si on n'a pas de grappes de raisin mûres. Et c'est la même chose pour tous les vins. On a vu également qu'il y avait des étapes qui étaient l'éraflage. Donc ça veut dire enlever la partie, on parle de partie ligneuse, si vous voulez, la branche qui est la structure osseuse de la grappe de raisin, c'est la tige de la grappe de raisin. Donc on l'enlève au moment où les grappes de raisin arrivent à la cave, d'accord. Et en même temps, une fois qu'on a enlevé la grappe, la partie verte de la grappe de raisin, si vous voulez la tige de la grappe de raisin, eh bien il va falloir que l'on fasse éclater les grains de raisin. Éclater les grains de raisin, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'il faut que les levures qui sont à l'extérieur soient en contact avec l'intérieur du grain de raisin, c'est-à-dire le jus de raisin, c'est-à-dire l'eau plus le sucre. Ok ? Donc vendange, éraflage, foulage sont des étapes de vinification qui sont communes à toutes les vinifications. Dernière étape, donc qui est aussi commune à toutes les vinifications, mais on verra que selon que je produis du vin rouge ou du vin rosé ou du vin blanc, eh ben la dernière, ce pressurage ne sera pas réalisé à la même période. On va expliquer ça plus tard. Mais le pressurage, c'est-à-dire le fait de séparer les matières solides des matières liquides, les matières solides étant les pellicules, les pépins, d'accord, les matières